Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors un petit mot de la part de la chaîne. Premièrement, je dois vous dire que je vous aime beaucoup parce que j'ai déjà préenregistré 7 capsules et c'est seulement au moment de la réécouter que je me suis aperçu que le son n'était pas du tout bon. Vous avez été nombreux à me parler du son au fil des capsules. Je me suis aperçu seulement maintenant que ce microphone Yeti Blue était à l'envers. Donc il fallait le mettre de l'autre côté. Donc je parlais dans le derrière du micro. Alors, c'est pour ça qu'on n'entendait pas bien. Donc là, je pense que le son devrait être meilleur. J'ai pas encore bien fait tous les ajustements dans mon logiciel euh, de réalisation. Je vais rajouter des filtres et tout ça, mais là, j'ai pas le temps ce soir, il est déjà très tard. Et je dois enregistrer cette capsule car la chaîne va prendre une semaine de congé. Je vais quitter, je ne serai pas en mesure de vous faire des capsules. Donc, cette capsule aujourd'hui est la seule que vous aurez à vous mettre sous la dent pendant peut-être à peu près une semaine. Alors, il va y avoir un peu plus de contenu aujourd'hui. Il y avait quand même des bons développements dans les derniers jours, donc on va tous regarder ça ensemble. Et en commençant par cette nouvelle quand même remarquable qu'un grand jury en Arizona a décidé de recommander de mettre Trump en accusation, ce qui est quand même très significatif parce que 18 alliés de Donald Trump étaient accusés d'interférence, d'avoir fait de l'interférence avec la dernière élection. Les procureurs n'avaient pas recommandé et leur réaction, ça a été de dire non, nous ne recommandons pas de mettre le président Trump en accusation. Et c'est quand même ce que le grand jury a fait. Alors, ça va être des développements à suivre. Si vous, si vous suivez, là, je sais que j'avais promis de le faire, je vais le faire. Là, à un moment donné, on va regarder chacune des poursuites criminelles qui pendent de Trump. Mais là, on voit, il y avait l'élection, il y avait une poursuite criminelle pour interférence électorale à Washington. Il y en avait une pour interférence électorale en Géorgie. Il y en avait une pour avoir manipulé ou gardé des documents classifiés en Floride. Et il y avait finalement la poursuite à New York pour laquelle il a été reconnu coupable d'avoir falsifié des documents pour cacher la relation qu'il avait eue avec l'actrice dans le film pour adultes Stormy Daniels. Donc ça fait quand même 4 procès criminels, plus ça serait un 5e si ça devait se produire. C'est quand même un développement qui mérite votre attention. Et il n'a pas encore été mis en accusation. Les procureurs sont très mal à l'aise avec cette recommandation du jury, donc ça va être à suivre. Mais c'est quand même possible qu'au moment où on vote, Trump fasse face à 5 procès criminels. Donc, parlons un petit peu de la campagne. Trump a été accusé de ne pas faire beaucoup campagne au cours des derniers jours. Même qu'il n'y a eu aucun événement de campagne, à part il a tenu un rallye, un rassemblement au Montana, mais avant ça, il n'y avait rien fait d'autre. Alors Trump a décidé d'organiser une conférence de presse à Mar-a-Lago, un petit peu étrange, là, où on n'entendait pas les questions des journalistes, et quand on s'est fait donner la transcription, il n'a pas répondu vraiment aux questions. Et puis ça a duré 1 heure. Et il y a quand même des choses assez étranges qui sont sorties là-dedans. Mais moi, j'ai noté qu'il est encore revenu sur le côté biracial de Kamala Harris, qui a dit que c'était un manque de respect aux Noirs et aux Indiens de se dire Noirs et Indiens. Alors, son père est jamaïcain, sa mère est indienne. Elle est moitié indienne, moitié noire. C'est très difficile à comprendre que Trump ne comprenne pas ça. Je suis certain qu'il comprend ça. Mais je pense qu'il gagne un avantage à faire campagne sur sa race et à son appartenance ethnique. Moi, je pense que ces questions-là, là, ces questions de je suis la première femme, ou je suis noir, ou je suis ci, c'est le premier qui l'utilise perd. Donc, si Kamala Harris disait je suis la première femme noire, vous devez voter pour moi, les gens diraient non, on ne votera pas pour toi pour cette raison. Puis si Trump dit là, c'est une femme noire, votez pas pour elle en filigrane, mais les gens vont dire non, c'est pas une assez bonne raison. Donc, c'est un peu le premier qui en parle qui perd. Hillary Clinton avait fortement fait campagne sur le fait qu'elle était une femme. Ça ne l'a pas aidé. Et je pense que si Trump persiste à faire campagne sur le fait que Kamala Harris est moitié noire, moitié indienne, ça ne va pas l'aider non plus. Alors, pendant que Trump faisait une entrevue et un rassemblement au Montana qui n'est pas un État pivot,
Eh bien, Kamala Harris et, Tim Walz se sont retrouvés en Arizona devant une foule de 15 000 personnes. C'était électrique, je l'ai regardé, cette diffusion, pardon. Et elle avait encore une fois du mal à placer un mot. La foule applaudissait, il y avait des slogans, ça chantait. Alors, il y a énormément d'enthousiasme. Et la campagne n'est pas encore commencée. La campagne commence lorsque la Convention démocrate sera terminée. Pourquoi elle? Parce que les républicains ont déjà tenu leur vote. Donc, c'est lundi prochain, lundi le 19 août jusqu'au jeudi 22. Donc, ça dure 4 jours, ces conventions-là. Après cette convention, ce sera vraiment le moment on pourra dire, la campagne commence pour vrai. Et ça, c'est pour donc très bientôt. Je vous dis ça. Pourquoi est-ce que je vous parle? La Convention démocrate va être un moment important parce que normalement, ça donne un élan au parti qui l'organise. Mais également, c'est important parce que c'est là, après cette convention-là, après que la deuxième convention officielle soit conclue et qu'on a officiellement le nom des 4 personnes qui seront candidates à la présidence et vice-présidence des 2 partis, c'est là que les États vont imprimer leur bulletin de vote. Donc, il reste jusqu'à ce moment-là, il reste jusqu'au 22 août, à Donald Trump pour changer son colistier. Et une publication très conservatrice, le Spectator World, pose la question, qui souhaiterait changer son candidat à vice-présidence? Alors, on parle de regret. On dit ici que... Je vais juste retrouver la citation. Je m'excuserai encore une fois, il est un petit peu tard. Voilà. Alors, il y a une chance non nulle, pardon. Il y a une chance non nulle que Donald Trump pourrait choisir quelqu'un d'autre que J.D. Vance parce que au moment d'écrire ces lignes, dit l'éditorial, Trump est en train de perdre et il le sait. Il perd par très peu, mais il perd quand même. Donc, ça m'amène à vous parler de qui mène en ce moment. Eh bien, selon ce journal conservateur, ce n'est pas Trump, c'est Kamala Harris. Et je voulais vous parler de ce Real Clear Politics Betting Average. Alors, pour ceux qui ne vivent pas aux États-Unis, il y a maintenant une industrie du pari politique. Et ça peut peut-être faire sourire, mais c'est quand même très couvert et ça suit de relativement près, même de très près, la politique américaine. Et là, pour la première fois, dans cet indicateur, vous voyez le bleu descendre là, jusqu'à Joe Biden qui est devenu 0, Kamala Harris monte. Ça se croise ici. Ça se croise. Harris est maintenant en tête. Et là, je me rends compte que je n'ai pas nécessairement bien préparé mes fenêtres parce que j'avais tout préparé pour la première capsule, mais là, vous allez voir le résultat. Donc, les gens qui parient, les preneurs au livre, souvent les gens les plus informés, mettent maintenant Kamala Harris en tête. Je vous soumets l'argument que Trump pense que Kamala est en tête parce que, regardez, dans cette conférence de presse dont je vous ai parlé, il a dit qu'il voulait maintenant faire 3 débats. Lorsque Trump était en avance, il voulait faire 0 débat. Parce qu'il comprend très bien que pour la personne qui est en avance, il n'y a aucun intérêt à avoir un débat parce que tout ce qu'on risque, c'est de faire une erreur puis que l'autre personne en profite puis prenne l'avance. Tandis que si on mène déjà puis on remporte le débat, eh bien on continue de mener puis ça ne change pas grand-chose. Donc, le fait que Trump tout d'un coup dise « je veux faire 3 débats contre Kamala Harris », ça nous dit que Trump est assez intelligent pour comprendre qu'il tire de l'arrière présentement. C'est quelqu'un qui obsède sur la taille des foules, c'est quelqu'un qui est très au courant de l'importance du momentum et il sent très bien qu'il n'a pas le momentum présentement. Alors, je vais vous montrer la carte électorale consensus, okay, selon 270 Win. 270 Win, je vous rappelle que la raison pour laquelle les sondages, parce que je voulais vous montrer ce sondage qui donnait, on va en parler à l'instant, là, mais j'ai comme envie d'aller le chercher. Vous me pardonnerez un petit instant. Je veux montrer ceci, national. National, regardez là. Ça, c'est 538. 538, ça s'appelle comme ça parce que c'est le nombre d'élus fédéraux. C'est un site, c'est un agrégateur de sondage. Il y a une méthode scientifique
pour donner un certain poids à différents sondages, parce qu'il y a des sondages qui tirent toujours du même côté. Aussi, ça tient compte de l'échantillon, ça tient compte de si c'est des électeurs inscrits ou des électeurs probables. Les électeurs inscrits, c'est des gens qui sont sur la liste électorale. Le taux de participation, c'est 50% aux États-Unis. Alors, l'opinion de 1000 personnes qui sont des électeurs inscrits ne vaut pas la même chose que 1000 électeurs probables. Alors, ce site tient compte de tous ces facteurs et accorde à chaque sondage un poids qui est plus grand selon le plus c'est récent. Présentement, Harris mène par 2 points. 2,3 points. En moyenne, très, très significatif. Mais lorsqu'on arrive à quelque chose comme une carte qu'on appelle la carte comme 270 to win, je vous explique pourquoi 270, parce que aux États-Unis, ce n'est pas la personne qui remporte le scrutin populaire qui est élu président. D'ailleurs, Trump a été élu en 2016 en ayant perdu le scrutin populaire. Il avait remporté plutôt le collège électoral, qui est la façon dont ça fonctionne aux États-Unis pour être président. On accorde aux États un certain nombre de grands électeurs et le candidat ou la candidate qui remporte l'État remporte tous les grands électeurs. À quelques exceptions près, je vous épargne un vote ici, un grand électeur ici, un grand électeur ici, il s'annule. Mais tenez compte que si vous gagnez un État par 3 votes, vous gagnez l'ensemble des grands électeurs. Donc, c'est possible de perdre le scrutin populaire et de gagner le collège électoral. C'est arrivé plusieurs fois, surtout des républicains d'ailleurs, mais c'est arrivé à des démocrates aussi. Donc, voilà l'état de la course. Vous commencez à être habitué de voir cette carte. Mais là, ce n'est pas ma carte, c'est la carte de 270 to win qui utilise l'état des derniers sondages. Donc, ceci est leur carte électorale. Ils laissent 6 États en toss-up. Et le simple fait que ces États, qu'on voit l'Arizona comme étant non déterminé, qu'on voit la Géorgie comme étant non déterminée, c'est en raison du très fort momentum dont bénéficie Kamala Harris, parce que ces États-là n'étaient pas en jeu avec Joe Biden. Plutôt, Joe Biden tirait de l'arrière par 6 points ou plus dans ces 2 États-là. Alors, il ne restait plus que le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie pour les démocrates. À Joe Biden, s'il perdait un de ces 3 États-là, il était cuit. Mais regardons plutôt ce qui se passe un peu dans ces États-là. Vous allez voir que c'est fort intéressant, parce que ça fait partie des nouvelles. Alors, si on vient et on regarde le Wisconsin, il y a eu des nouveaux sondages. Regardez ici. On a Harris qui mène par 2,3 points en moyenne. OK? Le Wisconsin, présentement, là, c'est une photo. Les gens qui disent que ce sont des sondages, je sais très bien. Des sondages, on est à 3 mois du vote. C'est une photo d'accord. OK? Ceci n'est pas, ce n'est pas coulé dans le béton. Je vous parle d'une photo où nous sommes maintenant. On va regarder le Michigan maintenant. On regarde le Michigan. Une avance de 2,9 points pour Kamala Harris. OK? Pennsylvanie maintenant. Pennsylvanie. Ce sont des nouveaux sondages qui sont arrivés. Puis là, c'est ça. Regardez la moyenne. Vous voyez là, c'était rouge au-dessus, c'est bleu. Pennsylvanie très serré, mais là, ça commence à se détacher. 1,2 points d'avance. Si l'élection avait lieu aujourd'hui, elle n'aura pas lieu aujourd'hui. Vous avez bien raison de le rappeler. Regardez. 270. Alors, ce qui se passe au Nevada, pas tellement important. Ce qui se passe en Arizona, pour ceux qui sont curieux, allons voir l'Arizona 2 secondes. Pour ceux qui se demandent, c'est le projet, c'est 538, le site. 44,9, 44,8. Trop serré, 0,1 point, même en moyenne. On peut pas le donner, mais je vais le donner à Donald Trump. Allons voir la Géorgie. Géorgie, même chose, c'était hors de portée. Ce n'est plus hors de portée. Trump est en avance par 0,4 points. Je lui donne. La Géorgie, regardez. 268, 270. C'est le score le plus serré possible. Évidemment, il est possible d'avoir une égalité. Il y a un processus constitutionnel pour régler la question quand c'est le cas. Mais le score le plus serré, c'est 270 à 268. Au jour d'aujourd'hui, à 3 mois du vote, mais aussi avant la Convention démocrate qui notoirement donne un élan au parti qui organise cette convention, et aussi au regard d'une tendance très forte qui continue là. Au jour d'aujourd'hui, Kamala Harris remporterait le collège électoral. Kamala Harris, je le rappelle,
mène dans les intentions de vote selon le 538. Trump organise 3 débats. On a un autre système que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est celui du professeur Alan Lichtman. On l'a déjà fait. Je tiens à le refaire, surtout pour ceux qui sont nouveaux ici. Ce système vise à, contrebalancer le côté éphémère des sondages. Alors, les sondages nous donnent une image. Voyons voir le système qualitatif qui a prédit correctement toutes les élections présidentielles depuis 1980, sauf l'élection de 2000, Bush contre Gore. Vous avez le droit d'avoir une opinion là-dessus. Et a aussi rétro-prédit toutes les élections présidentielles depuis le début des temps. C'est la raison pour laquelle ce modèle a été créé. Et il voulait imiter ce que les gens font pour prédire les séismes, parce que c'est pas aussi quantitatif. On ne peut pas prédire exactement, mais on peut prédire de façon qualitative. Alors, midterm gains. Midterm gains, les républicains ont fait des gains dans les élections de mi-mandat. Et juste un petit détail, ce n'est pas par rapport au début du mandat, mais c'est par rapport aux élections mi-mandat précédentes. Et c'est le cas. Donc, cette clé va aux républicains. Ça prend 6 clés seulement sur 13 pour les républicains pour l'emporter, 8 pour les démocrates, parce que ce sont des clés pour voir si le parti qui détient la Maison-Blanche conserve la Maison-Blanche, même si on change de candidat. Donc, c'est la façon dont ce système fonctionne. Il a correctement prédit toutes les élections sauf Bush contre Gore. Bonne chance d'avoir prédit celle-là d'ailleurs. Et il a fait ses preuves. Mais il a fait ses preuves en utilisant des critères précis. Donc, il y a des mots dans ce système de clés qui vont vous évoquer votre propre vision de cette chose-là. Ce n'est pas ça, ce n'est pas subjectif. Ce sont des critères, la plupart du temps, objectifs, vous allez voir. Pas de primaire, pas d'investiture du côté du parti de la Maison-Blanche. Il n'y en a pas eu. Kamala Harris a été intronisée, là. Puis le critère ici, c'est que le candidat qui l'emporte avec plus de 66% des voix. Donc, c'est un critère objectif. Et Kamala Harris l'emporte de toute évidence par 100% des voix. Il n'y a personne qui s'est présenté contre elle. Littéralement, no primary contest. Ensuite, est-ce que c'est le détenteur de la Maison-Blanche qui se représente lui-même ou c'est quelqu'un du même parti? Si c'était Joe Biden qui se représentait, il aurait cette clé. Mais comme ce n'est pas Joe Biden, il n'a pas cette clé. Donc, cette clé tombe aux mains des républicains. Pas de tiers parti. Pourquoi le tiers parti est une clé qui favorise le parti qui n'est pas à la Maison-Blanche? C'est parce que s'il y avait vraiment un tiers parti, ça ferait preuve d'insatisfaction à l'égard de la Maison-Blanche. Robert F. Kennedy existe. Il y a toujours quelqu'un là qui existe. Mais il ne se présente pas dans tous les États parce que, je vous le répète, on doit se présenter à la présidence dans les 50 États des États-Unis. On se présente État par État et chaque État a ses règles, a ses frais d'entrée, a un nombre d'électeurs qui doivent signer. Des fois, ça doit venir de tous les comtés de l'État. Il y a un certain nombre par comté en plus. Et aussi, le critère, c'est qu'il doit obtenir plus de 5% des votes. Présentement, Robert F. Kennedy n'est pas et ne sera pas, vraisemblablement, n'obtiendra pas 5% des votes. Certainement pas à l'échelle des États-Unis, peut-être dans quelques États. Mais on dit souvent que proche de l'élection, le vote de tiers parti se divise en deux parce que les gens veulent voter utile. Donc, présentement, il est dans certains sondages à 5%, mais il n'obtiendra pas 5% du vote. Donc, cette clé tombe au côté démocrate. Écoutez, on peut le mettre comme ça. Peut-être que Robert F. Kennedy va avoir une grande poussée. Donc, je vais le mettre probable. Très, très probable que Robert F. Kennedy n'obtienne pas 5%. Ensuite, économie forte à court terme. Pas votre opinion, pas mon opinion. Est-ce qu'il y a une récession au moment de tenir l'élection? Ceci est le critère. La réponse est non. Ça ne se peut pas parce que une récession est définie par 2 trimestres de croissance consécutifs négatifs. Et le dernier trimestre, le deuxième trimestre de 2024, c'est conclu avec une croissance positive. Donc, même si le troisième trimestre qui se termine en septembre devait être une croissance négative, on ne serait pas en récession. Ensuite, économie forte à long terme. Encore une fois, critère objectif. Est-ce que la croissance moyenne en dollars réels pendant le mandat
qui s'achève était plus grande que la croissance réelle moyenne des 2 mandats précédents. Présentement, la réponse est oui, et il faudrait qu'il se passe quelque chose de vraiment spécial pour que cette moyenne baisse en bas des 2 derniers mandats qui incluaient, il faut le dire, l'épisode COVID. Alors, septième clé, est-ce qu'il y a eu un grand changement de politique entre le président existant et le président précédent? Absolument. Joe Biden a passé toute une série de mesures, le PRO Act, le CHIPS Act et bien d'autres choses encore, qui représentent une rupture avec le Trumpisme. Je pense que même ceux qui adorent Donald Trump, vous pouvez être d'accord que Joe Biden a gouverné de façon très différente. Cette clé va donc aux démocrates. Ensuite, no social unrest, qui veut dire qu'il n'y a pas d'instabilité civile. Ça, c'est le cas pour l'instant, parce que le critère, c'est pas qu'il n'y ait pas de manifestation. Aux États-Unis, il y a toujours des manifestations, il y en aura toujours. C'est est-ce qu'on en vient au niveau de Black Lives Matter? Est-ce qu'on en vient au niveau de mai 68? Des feux partout, des gens qui meurent dans la rue. Il n'y en a pas, et ça faisait partie des raisons qui ont justifié le choix de Tim Walz plutôt que Josh Shapiro, parce que Josh Shapiro était juif, très fort appuyé à Israël, alors que Tim Walz, sans critiquer beaucoup le gouvernement israélien, demandait quand même un cessez-le-feu. Donc, d'ailleurs aussi, dans son discours très bien vu en Arizona, où il y avait 15 000 personnes, elle s'est fait interrompre par des manifestants contre la guerre dans la bande de Gaza. Et elle s'est arrêtée pour leur dire je vous entends, votre position est légitime, je suis en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et le retour des otages. Et elle a été applaudie, et puis on n'en a plus entendu parler. Alors, j'ai vraiment l'impression que son choix ainsi que sa politique vont faire en sorte qu'il n'y aura pas de social unrest. Mais ça, c'est la plus faible de toutes les clés, et ça reste à voir. Dans le fond, c'est pendant la convention démocrate à Chicago. On va retenir son souffle parce que c'est vraiment la dernière chance. Si ça ne se produit pas à ce moment-là, je ne crois pas que ça va se produire. Si les gens veulent manifester, c'est là qu'ils vont le faire. On va voir le degré d'intensité de ces manifestations-là. Ensuite, clé numéro 9, pas de scandale. Eh bien, cette clé, c'est un scandale qui doit toucher personnellement le président, qui doit être très grave comme de la corruption. Et le critère objectif, c'est des politiciens du parti du président doivent reconnaître que c'est un scandale, doivent participer à la critique, ce qu'on appelle bipartisan. Il doit y avoir un caractère bipartisan. C'est absolument pas le cas. Il n'y a que les républicains qui disent qu'il y a un scandale avec Joe Biden, et trouvez-moi un démocrate qui le fait. Alors, votre opinion là-dessus, ça peut être subjectif, la mienne aussi, mais le critère objectif il n'y a pas un côté bipartisan à la reconnaissance du scandale. Les républicains ont essayé fort pendant 2 ans, ils ont creusé, mais ils ont tellement rien trouvé que ce sont les démocrates qui ont fait une motion pour censurer le président, pour qu'on aille en comité, je propose qu'on impeach le président, puis les républicains n'ont pas voté pour. Les républicains n'ont pas voté pour la motion de censure que les démocrates ont voté, parce que les démocrates, dans le fond, ont appelé le bluff des républicains là-dessus. Donc, pour dire cette clé pour l'instant, Alan Lichtman la donne, pas de scandale. Alors, la clé numéro 10, pas d'échec militaire pendant le mandat, c'est faux, il y a eu un échec. C'est le retrait d'Afghanistan. On peut parler aussi du fait que la Russie a envahi l'Ukraine, il y a eu la guerre à Gaza. Ce sont des choses qui montrent que les Américains ne sont plus aux commandes. Alors, c'est certainement pas un beau mandat. Et inversement, il n'y a pas, pour la 11e clé, un succès militaire ou de politique étrangère qui viendrait contrebalancer ça. Alors, ces 2 clés sont résolument du côté républicain. Les 2 clés les moins bien comprises sont le côté charismatique de l'un et de l'autre candidat. Par charismatique, on veut dire un talent générationnel qui a tellement un grand appel qui va chercher des grands pans de l'électorat de l'autre parti, comme Reagan l'avait fait. On disait qu'il y avait des Reagan démocrates, des démocrates qui ont voté pour Reagan parce qu'ils le trouvaient formidable. Reagan était un charismatic candidate. Et Kamala Harris ne l'est pas. Par contre, Donald Trump non plus, car Donald Trump ne va pas chercher des électeurs démocrates. Le peu d'électeurs qui vont chercher de l'autre côté s'annulent. Donc, ces 2 clés-là s'annulent. On reste avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clés du côté démocrate, ce qui est suffisant pour l'emporter, et 5 clés
rouge qui est insuffisant pour l'emporter. Donc, selon ce modèle qualitatif, Alan Lichtman donne présentement Kamala favorite pour gagner. Alors, je résume. Ce modèle qualitatif, ce modèle quantitatif, cette moyenne nationale, okay? On avait parlé aussi les preneurs au livre et finalement Donald Trump qui veut trois débats, sans parler de cet éditorial dans le Spectator World. Tout le monde s'entend pour dire une chose. Kamala Harris mène cette élection. Ce n'est plus Donald Trump qui mène cette élection, c'est Kamala Harris, selon tous les critères possibles. Alors, c'est une nouvelle importante. Je tenais à vous le dire. Je suis d'accord qu'il reste encore 3 mois. Il reste encore beaucoup de temps. Cette élection est loin d'être terminée. Mais en même temps, le momentum est très, très fort. Il ne reste plus beaucoup de temps pour que le momentum change. Moi, je vous dis, une des dernières cartouches qui reste à Donald Trump, parce qu'il a déjà tenu sa convention, c'est de changer son candidat à la vice-présidence, J.D. Vance. Il n'a pas l'air du tout parti pour faire ça. Il a l'air, au contraire, de s'entêter. Mais en même temps, Donald Trump, plus que tout, veut gagner parce que vous avez vu peut-être 5 procès criminels qui lui pendent au nez. Avec son pouvoir de président, il pourrait s'auto-pardonner de plusieurs d'entre eux. Certainement, ça pourrait mettre un terme aux démarches. Le temps de sa présidence. Et là, il a 78 ans. Je ne sais pas combien de temps il compte vivre encore. Donc, c'est certain que Trump est désespéré pour l'emporter. Alors, il pourrait marcher sur son orgueil et dire à J.D. Vance de quitter parce qu'il n'a pas le pouvoir de renvoyer J.D. Vance. La convention a eu lieu. Donc, la légitimité de J.D. Vance ne dépend plus de Donald Trump. Par contre, Donald Trump, qui demande à J.D. Vance de quitter, il le ferait. Donc, s'il ne le fait pas, la tendance pourrait se poursuivre et les démocrates pourraient l'emporter par beaucoup. Mais je dois dire que c'est très improbable. Ce qui est le plus probable, c'est que ça va rester encore très serré. Les 2 dernières élections, et j'ai envie un petit peu de vous ramener à ce qui s'est produit dans les 2 dernières élections. Le total d'électeurs qui avait fait pencher la balance était de moins de 100 000 sur une population votante de 120 millions. Donc, moins de 100 000 personnes, 40 000 une élection, 60 000 autres élections, réparties dans les 3 États clés les plus serrés. On fait pencher la balance. Ça risque d'être encore un scénario comme ça. Mais je crois qu'on peut parler de... Le raz-de-marée républicain ne se produira pas. Si Trump l'emporte, il va l'emporter par la plus fine des marges. Les démocrates risquent de l'emporter par une fine marge s'ils l'emportent. Mais s'ils sont les seuls à avoir une chance de l'emporter par plus qu'une fine marge, car vraiment, ils ont le vent dans le dos présentement. Ils mènent et on ne voit pas vraiment comment cette tendance pourrait changer à temps pour l'élection. Mais tout est possible et 3 mois, c'est long. C'est vraiment, vraiment long en politique. Mais j'espère que vous ne trouverez pas cette semaine trop longue, car je vais être en vacances cette semaine. Je vais quand même suivre vos commentaires comme d'habitude. Je veux vous féliciter. Vous êtes très respectueux. Les commentaires ne pourraient pas être plus contradictoires les uns aux autres, mais on le fait de façon civile. C'est une belle communauté qui est en train de se bâtir ici. Et parlant de bâtir cette communauté, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker les vidéos et de partager avec vos amis pour qu'on grandisse cette communauté. Nous arriverons bientôt au chiffre magique de 1000 et qui, à partir de ce moment-là, c'est souvent là que l'algorithme de YouTube commence à le promouvoir un peu plus. Puis là, on pourrait vraiment commencer à parler de peut-être créer un serveur Discord ou un autre lieu de discussion plus permanent. Donc, ça serait très intéressant. Alors, likez, abonnez-vous, cliquez la petite cloche et je vous souhaite une excellente semaine remplie de rebondissements intéressants. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine.